Okay, it's getting there. Alors, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à notre troisième événement de cette année académique de la série de conférences TNT. Aujourd'hui, on a l'honneur, le plaisir d'avoir un conférencière très spécial, le professeur Michael Sinatra de Montréal, professeur à l'Université de Montréal et président fondateur du CRIN. Je vais lire la note biographique dans un instant. Alors, je veux dire quelques mots. Et c'est un aspect vraiment remarquable, c'est, je crois, notre premier événement dans cette première 2 années, c'est la troisième année, le premier événement bilingue, français et anglais. Merci, un grand merci, Monsieur Sinatra, pour donner une conférence bilingue. Voilà. Je vais dire quelques mots en anglais. C'est une série des événements internationaux néanmoins. Hi, everybody. Welcome to our third event in our series this year. Today, we have the pleasure and the honor of having a very distinguished guest, Professor Sinatra, University of Montreal, and the founding director of CRIN. I will be reading the bio note in just a second. Like I said, we're honored, and among the many really remarkable things about this talk is that in this first 3 years of the TNT guest lecture series, it's going to be the first bilingual talk in both French and English. Alors, je vais lire la note bio. Michael Sinatra est professeur au département de littérature et des langues du monde à l'Université de Montréal et le fondateur du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques, CRIN. Il œuvre dans les humanités numériques depuis plus de 25 années, ayant fondé une revue en accès libre en ligne, Romanticism on the Net, et ayant été le président français de Canadian Society for Digital Humanities, la Société canadienne des humanités numériques, pendant 6 ans, et un des fondateurs d'Humanistica, l'association francophone des humanités numériques. Alors, biographie vraiment impressionnante, et en effet, Michael m'a donné une version très brève ici. Je vais le lire en anglais aussi. Michael Sinatra is professor in the Department of World Literature and Languages at the University of Montreal and the founder of the Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques, CRIN. He has been working in the digital humanities for more than 25 years, having founded an open access online journal 1996, right? Romanticism on the Net, and having been the French president of the Canadian Society for Digital Humanities, a Société canadienne des humanités numériques, for 6 years, and one of the founders of Humanistica, right? You guys know about it, the Francophone Association for Digital Humanities. Professor Sinatra is going to give a talk today on Réflexion sur le projet Digital Leigh Hunt. And as you guys can see, there are some bulky volumes on display behind him. So he's going to tell us all about that and more, since we're talking about digital hunt, right? The hunt for hunt in the digital space. Alors, le professeur Sinatra donnera aujourd'hui une conférence sur réflexion sur le projet Digital Leigh Hunt. Alors, n'hésitez pas de poser après la conférence, bien sûr, de poser des questions en français ou en anglais, de faire des commentaires, etc. So, without further ado, Professor Sinatra, you can have the floor. Thank you so much for accepting our invitation. Merci beaucoup, Chris. Thanks you and thanks everyone this morning. Donc, comme Chris l'a indiqué, il m'a demandé de faire une présentation en bilingue. Donc, ça va être en gros 2 tiers français, 1 tiers anglais.
Donc, vous allez m'entendre parler français tout le début et le dernier bout à la fin sera en anglais. Donc, vous saurez un peu où vous en êtes quand je vais changer de langue un peu plus tard. Donc, je vais partager mon écran pour mes diapos. Hop, voilà. Donc là, vous devriez voir tout bon de ton côté, Chris. Les diapos sont là. OK. Oui, oui, C'est tout bon, à fait. super. Parce que je ne vois pas le retour. Parfait. Donc, d'accord, encore un gros merci pour cette invitation. Le plaisir de partager un peu les informations sur ce nouveau projet. Et donc, je tiens à remercier le CRSH, le Conseil de recherche dans les sciences humaines du Canada, qui subventionne ce projet et qui est impliqué à la base quand j'ai lancé le projet. Mon ami et collègue Stéphane Sinclair, qui malheureusement décéda l'an dernier, et deux autres collègues de l'Université de Montréal, Emmanuel Château-Dutier et Dominique Forêt, qui sont impliqués et qui le seront plus dans les années à venir quand on va commencer à rentrer dans la point un peu plus technique. Donc ce projet est constitué de deux parties étroitement liées en fait. D'abord, il y a une base de données en ligne consacrée aux écrits critiques de Leigh Hunt, qui s'appellera la Leigh Hunt Archive, et qui permettra d'améliorer l'accessibilité et l'utilisation de ces œuvres pour les études traditionnelles, mais surtout, évidemment, comme vous vous en doutez, dans le cadre d'applications d'outils en humanité numérique. L'archive rendra disponible au public l'intégralité des essais de Hunt, donc les livres qui sont derrière moi, d'une manière qui sera dans un format approprié pour la pérennité et la recherche numérique. Ça inclura également des outils de recherche spécialisés pour les humanistes qui seront intégrés elles-mêmes dans le cadre de la plateforme. Et les résultats liés à plusieurs décennies de recherche sur Hunt, sur lequel je travaille depuis maintenant donc longtemps, et l'utilisation plus récente d'algorithmes de fouille de texte sur l'archive, seront aussi publiés dans une monographie qui s'appellera Digital Leigh Hunt. Ce livre présentera la vie de Hunt et son œuvre à la lumière des découvertes rendues possibles par l'archive, donc un dialogue un peu entre le technique et les résultats. Le but premier du projet, qui s'écoule donc sur 4 ans, est d'étudier en profondeur et à partir de ces outils numériques les interactions, influences et réseaux de Hunt, puisque sa carrière a impliqué un certain nombre de cercles et de genres littéraires et politiques en Angleterre, qui ont été jusqu'à aujourd'hui surtout traités de manière isolée. Similairement, les études sur sa vie tendent à inclure que la première partie de cette dernière sans jamais analyser l'ensemble de son œuvre. Cette nouvelle étude de l'éventail de ses travaux critiques permettra donc d'avoir de nouvelles informations sur les liens et mouvements entre les périodes romantiques et victoriennes en Angleterre et sur la croissance d'un public socialement plus diversifié et plus intéressé par les essais critiques et le journalisme littéraire sérieux de Hunt. Ces deux projets donc de Digital Leigh Hunt couvriront l'intégralité des travaux disponibles de sa vie et mettront en avant son rôle clé en tant qu'éditeur, journaliste et même poète durant la première période du 19e en Angleterre. Ce projet permettra aussi de former des nouveaux chercheurs à l'utilisation d'outils numériques comme cas d'étude. Donc, James Henry Leigh Hunt, voilà une photo que vous avez, était un des écrivains les plus prolifiques et des plus influents sur la culture et la politique britannique de la première moitié du 19e siècle. Il était un membre essentiel de cercles littéraires qui comprenaient des noms peut-être plus connus pour vous comme Percy Bysshe Shelley ou Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein, Charles Lamb, William Hazlitt, Lord Byron et John Keats. Il était aussi familier avec des individus comme William Wordsworth ou plus tard Dickens et Thomas Carlyle. Il fut un participant passionné de la politique londonienne et fut même emprisonné pour une diffamation séditieuse contre le prince régent en 1813 et devint à ce moment-là un héros de ce qui serait le parti travailliste de nos jours. Bien qu'on se souvienne de lui principalement comme étant le rédacteur en chef de l'hebdomadaire radical The Examiner, qui a été de 1808 à 1822, ainsi que du chef de file de la fameuse Cockney School, sa contribution littéraire a été vaste et durable. Il s'est distingué dans des domaines aussi variés que l'expérimentation prosédique, la poésie, le journalisme, la parodie et l'essai. Et dans le premier quart du 19e siècle, Leigh Hunt était donc au centre de la scène littéraire londonienne, où il côtoyait de nombreux artistes visuels, dramatiques et littéraires, ainsi que plein de personnalités politiques. Ses connaissances lui conféraient donc un statut inhabituel parmi ses contemporains. Négligées ensuite pendant plusieurs décennies, les contributions de Hunt à la littérature anglaise sont aujourd'hui reconnues par les spécialistes comme un élément clé de notre compréhension de la période romantique et du début de l'ère victorienne. Puisqu'il n'était pas seulement un facilitateur, par exemple, c'est lui qui a écrit le premier article positif de la poésie de Keats et de Shelley, mais aussi un intervenant majeur dans le monde littéraire et politique du début du 19e. Dans sa biographie de Leigh Hunt,
Anthony Holden, affirme que, je cite, alongside Wordsworth, who largely eschewed literary London, Hunt was the longest 19th century literary life, with the widest circle of acquaintance and as large a claim as any to the shaping of literary opinion. C'est sa centralité, la taille de ses réseaux et l'importance de ses travaux, tant au niveau du volume du texte, il a écrit jusqu'à une semaine avant son décès à 74 ans, que la variété de ses formes et de sujets qui donne à Leigh Hunt un tel attrait aussi pour les humanités numériques, puisque l'utilisation des algorithmes de fouille de texte que nous comptons mettre en place permettra une étude particulière comme figure centrale de réseaux littéraires et politiques londoniens. Il sera, une fois le projet fini, possible de sonder la généalogie des textes, les influences littéraires et artistiques et les réseaux d'écriture construits autour de Hunt, puisqu'il était au cœur de cet important réseau littéraire, parmi les mieux connus et les plus influents de son époque. Comme vous le savez, au cours des dernières décennies, la notion de big data a suscité un intérêt académique et commercial intense, les chercheurs étant toujours désireux d'utiliser efficacement des quantités de données toujours plus importantes. En sciences humaines, la tendance dominante a été celle de se consacrer principalement sur des ensembles de données à relativement petite échelle, comme une douzaine de pièces de théâtre ou de romans pendant une période, avant d'augmenter maintenant dans les travaux assez pionniers depuis 5 ans, d'adapter les techniques pour des corpus à grande échelle et des ensembles de données beaucoup plus importants, permettant d'inclure des centaines de milliers de livres et d'images. L'extension des corpus donne aux algorithmes de découverte dans les bases de données un volume maintenant suffisant pour déterminer des liens et ressemblances et des réseaux de relations qui étaient invisibles auparavant. Je pense ici particulièrement aux travaux de Ted Underwood, qui dans son ouvrage en 2019, Distant Horizon, Digital Evidence of Literary Changes, ainsi que l'ouvrage de mon collègue à McGill, Andrew Piper, en 2018, Enumeration, Data and Literary Studies, puis aussi Alan New, Threading the Past, The Sense of History in the Digital Age, lui aussi de 2018. Je note au passage qu'Alan était comme moi un spécialiste du romantisme anglais, que son premier ouvrage, il y a maintenant une trentaine d'années, était sur Wordsworth, et nous étions connus dans ce cercle-là avant que lui aussi s'intéresse avec The Voice of the Shuttle en 94, un des premiers projets sur le web, à développer un intérêt pour ces outils. Donc tout ça, ce sont des types de travaux innovants que nous allons nous efforcer d'émuler dans le projet Digital Leigh Hunt. Et donc, dans une certaine mesure, le projet s'inscrit ici véritablement dans le prolongement du travail effectué au cours de la dernière décennie en particulier, autour des ensembles de données à grande échelle. Et on peut repenser ici, comme un dernier exemple, au livre séminal de 2013 de Matthew Jockers, Macro-Analysis, Digital Methods and Literary History. Le projet Digital Leigh Hunt cherche donc à combler le fossé entre les perspectives et méthodologies à petite et grande échelle. Et pour ce faire, nous mettrons en œuvre un ensemble très innovant d'outils et de techniques pour travailler avec des dimensions variables, un point qui est important pour les sciences humaines, comme l'évoquent dans leur ouvrage Stephen Sinclair et Jeffrey Rockwell dans leur livre Hermeneutica, Computer Assisted Interpretation in the Humanities. Donc Digital Leigh Hunt aura la possibilité d'explorer exactement cette position centrale de Hunt que j'ai évoquée sur la scène littéraire et critique londonienne, mais aussi avec des outils comme, on pourrait penser à RapidMiner, qui permet d'appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle pour extraire certaines caractéristiques des textes, ou TXM, qui permet d'effectuer certaines analyses lexicométriques sur des grands ensembles de données. Ces outils permettront donc en fait de réfléchir de manière conjointe aux études traditionnelles et numériques dans un environnement qui encouragera le partage aussi en temps réel entre ses utilisateurs. La clé ici est de faciliter la capacité des humanistes à naviguer entre les pratiques de lecture et d'interprétation familiales à des petites échelles et le processus quantitatif et algorithme à plus grande échelle. Et là, j'évoque une autre spécialiste du romantisme qui travaille aussi dans le milieu des humanités numériques, Laura Mendel, qui a dit dans son ouvrage The Print Digital History en 2015, « Creating electronic articles, books and edition that constitute virtual research environments offers us the opportunity to build multi-authored stores of positive knowledge. » Et le travail dans mon projet est vraiment cette idée à la fois de travailler avec mes collègues, travailler avec des étudiants de l'Université de Montréal, de la chaire de recherche de Marcello Visali Rossati et ceux impliqués dans le groupe de recherche sur les éditions critiques en contexte numérique, mais aussi évidemment pour pouvoir réfléchir avec d'autres collègues comment utiliser et réutiliser des projets.
puisque la Lee Hunt Archive sera beaucoup plus qu'un simple recueil de textes encodés aux standards de la TEI, via l'inclusion de ces outils d'analyse statistique et aussi des aspects de discussion qui feront l'aspect d'une archive dans un milieu de recherche académique collaboratif. Comme vous le savez aussi, les éditions numériques maintenant sont des lieux d'apprentissage commun, des centres auxquels on peut avoir des processus actifs de débat et d'échanges savants peuvent être entrepris, diffusés, enregistrés, collectés, préservés et partagés à distance, comme nous le faisons ce matin entre Montréal et Bruxelles. Si les éditions électroniques, toutefois, doivent tirer pleinement parti du potentiel de leur environnement technologique, plutôt que d'être simplement des imitations du papier, elles doivent aussi développer et rendre visibles à la fois leurs processus et leurs produits, et offrir des possibilités de participation éditoriale et de débat à la communauté d'utilisateurs universitaires et au grand public. Et là, encore une fois, je fais référence à un autre projet développé à la chaire de Marzio Vitaliero-Satis sur le projet d'anthologie palatine, un projet aussi subventionné par le CRSH, qui développe à la fois cette idée d'édition collaborative. Donc, j'encourage tout le monde à aller regarder ce projet-là. Donc, l'exploration des données préparées selon les normes les plus élevées d'encodage offre des possibilités passionnantes et ne peut donner des résultats que nouveaux et innovants, mais aussi si on prend en compte que les algorithmes parfois les plus simples, au début, se contentent de répliquer des schémas de pensée humaine à plus grande échelle et plus rapidement. Et donc, il faut aussi réfléchir à comment les algorithmes un peu plus perfectionnés peuvent eux-mêmes lire, et je mettrai des guillemets à lire, le texte de manière différente de celle d'un être humain. Et là, on se rapprocherait d'un concept que J.M. Binder a évoqué comme le alien reading, de réfléchir à comment la recherche des motifs normatifs ou déviants, via les algorithmes, permet de créer de nouveaux réseaux. Et donc, de cette manière-là, d'utiliser des outils d'humanité numérique dans une étude historique afin de transférer d'un genre à un autre les résultats de la recherche. Nous voulons donc réimaginer au cœur de Digital Lee Hunt l'édition savante numérique dans un contexte d'une série de projets d'édition au sein du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques qui implique des collègues à différentes parties du Canada, comme ce matin Laura Estol et Jason Boyd, et aussi des collègues en France et aux États-Unis. Et tout ça, en fait, c'est pour une manière de penser comment à la fois on a une évolution des bases de données qui permettent de rassembler, d'organiser, de corréler, d'annoter avec de multiples utilisateurs dans un environnement que nous voulons dynamique, mais aussi en continuant de penser, comme l'avait indiqué Jerome Magan dans son dernier ouvrage, je cite, « The work of a humanist scholar has not changed with the advent of digital devices. It is still to preserve, to monitor, to investigate, and to augment our cultural life and inheritance. » Le projet Digital Lee Hunt est donc, pour entrer un peu plus en détail, divisé en 3 phases qui se chevauchent et mènent à la publication d'un côté de l'archive, de la création de nouveaux outils et de l'écriture de cette monographie. La première phase consistera en lancement pour la fin 2022, si tout va bien, on a pris un peu de retard comme tout le monde avec la Covid, à l'archive Lee Hunt Archive, qui sera avec l'encodage de textes des Hunt en TEI, avec donc un balisage des textes et une création de métadonnées pour chacun des essais impliqués. Le processus culminera avec la publication numérique en ligne et augmentée des travaux de Hunt dans cet environnement donc, que nous voulons flexible et modulable, avec une archive qui rendra disponible aussi un éventail de textes, articles, essais, poèmes, qui témoignent de la contribution de cet auteur à la littérature britannique et l'ampleur de ses écrits. Dans certains cas, plusieurs de ces textes seront rendus disponibles pour la première fois depuis leur publication originale il y a plus de 200 ans. Grâce aux informations encodées à même les fichiers, il sera possible de modéliser le corpus en fonction de questions de recherche spécifiques. Si le site se veut aussi un point d'entrée vers d'autres ressources en ligne ou intégrées à l'archive, comme des cartes qui permettront d'explorer Londres à l'époque de Hunt, puisque par exemple il était quelqu'un qui travaillait beaucoup dans le milieu des théâtres, et nous avons encore ces théâtres en existence de nos jours. Nous aurons aussi des photographies numérisées d'acteurs et d'auteurs, ainsi que des entrées de journaux intimes, par exemple. Et compte tenu de ce type d'accès et des utilisateurs dans le paysage médiatique actuel, en pleine évolution, nous prendrons évidemment en compte des plateformes mobiles telles que iPad ou iPhone ou d'autres lecteurs électroniques qui sont de plus en plus courants afin de maximiser l'expérience utilisateur pour toute une série d'appareils. Cela permettra également d'intégrer la géolocalisation et les explorations virtuelles
des sites abordés dans les écrits de Hunt, essentiels en même temps, nous pensons, pour comprendre la relation entre l'espace et le discours critique dans son œuvre. Ces fonctionnalités permettront aussi aux utilisateurs d'explorer les archives d'une manière originale et innovante, au-delà de l'individu Hunt, tout en réaffirmant la place centrale qu'il occupe dans la période romantique et victorienne. Le site web est donc, dans une certaine mesure, une stratégie permanente visant à étendre l'utilisation des ressources d'archives compilées durant la durée de la subvention du CRSH. La publication augmentée des écrits de Hunt facilitera grandement la recherche traditionnelle, mais l'attrait de l'archive se trouve aussi dans un projet plus vaste qui consiste en l'intégration d'outils à même le site. Et c'est cette deuxième phase qui est portée par le Centre universitaire sur les humanités numériques que je dirige, puisque nous nous intégrerons dans une série de projets afin de réfléchir aux nouvelles approches dans le domaine, puisque les travaux des chercheurs affiliés au centre veulent réduire l'écart entre les modes traditionnels d'études textuelles de documents individuels et l'intégration de techniques plus récentes qui permettent, comme je l'ai indiqué, de travailler avec des centaines ou des milliers de documents à la fois. Les nouveaux outils intégrés permettront donc de supplémenter, on pourrait penser ici au concept de Derrida, aux recherches de type traditionnel, mais aussi aux études mixtes ou purement numériques de corpus. La troisième phase est l'écriture et la publication de la monographie Digital Lee Hunt, qui, elle, aura un double but. La première, de rendre publiques les découvertes rendues possibles par la création de l'archive, et la seconde, d'offrir un regard global sur la vie de Hunt, puisque chaque chapitre de cet ouvrage mettra en contexte les écrits critiques de Hunt, avec des références à d'autres écrivains qui faisaient eux aussi partie de ces cercles littéraires, cercles qui ont bien sûr évolué avec le temps. Le livre sera donc, dans une certaine mesure, une série d'instantanés disposés de manière chronologique autour des dates clés de la vie de Hunt entre 1805 et 1859. Digital Lee Hunt proposera aussi une analyse minutieuse de la production critique de Hunt afin de témoigner vraiment de son engagement continu dans la sphère publique au cours de sa carrière. Le livre, en fin de compte, révélera la figure marquante qu'il était dans sa période et le reconnaître comme, grâce à ses nouveaux écrits, une nouvelle étude qui englobera les influences mutuelles et les développements partagés des cercles littéraires londoniens. La Lee Hunt Archive et Digital Lee Hunt proposent donc des analyses hybrides de l'œuvre et d'éléments biographiques de Hunt, c'est-à-dire des projets ancrés autour des connaissances littéraires et historiques, ainsi que l'utilisation d'outils. Cette monographie exemplifiera, si vous le voulez, l'utilisation des méthodes provenant de recherches traditionnelles, mais aussi l'application à 3 niveaux de nouveaux outils, une approche quantitative statistique et une approche purement algorithmique. Chacun de ces niveaux peut travailler en conjonction avec les autres, mais ne devrait pas être dissocié des connaissances et compétences traditionnelles. Nous aurons donc une approche traditionnelle, on peut dire, de comptage, qui est l'élément le plus simple disponible, mais aussi des connaissances de surface qui peuvent être générées à partir des dénombrements de n-grammes, par exemple, si on veut penser au nombre de mots pour les analyses textuelles, avec une analyse des statistiques de base, la visualisation de données, et aussi de rajouter des outils de stylométrie pour permettre de voir l'impact non seulement des travaux de Hunt dans ses écrits à lui, mais sur d'autres outils contemporains. À un stade plus avancé, et là je me tournerai vers mon collègue Dominique Forêt, dont c'est la spécialité, nous aurons l'utilisation d'un réseau de neurones afin de pouvoir voir comment les études de réseau et d'approches statistiques avancées seront les exemples les plus courants de méthodes d'algorithmiques sophistiquées en fouille de texte. Dans ce cas-là, les approches reposeront sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui serviront à comparer entre eux les divers écrits de Hunt afin d'identifier certaines similarités sur les plans thématiques, lexicométriques, stylistiques, etc. Nous pourrons ainsi, comme je l'ai dit, comparer les écrits de Hunt avec certains de ses contemporains avec des tâches plus importantes du point de vue humaniste, puisque celles-ci ne peuvent être données que par les méthodes avancées. C'est-à-dire là, on pense à l'identification de thèmes ou de sujets, ou le concept de structure narrative, qui devient plus compliqué à être identifié par les algorithmes de fouilles de recherche eux-mêmes. Il faut donc penser à des analyses de texte qui emploient des étapes intermédiaires dans lesquelles les mots seront décomposés en objets mathématiques afin de voir une certaine forme de modélisation et un assemblage et une reconstitution de l'archive d'un point de vue pragmatique. C'est-à-dire que là, l'algorithme identifiera des sujets récurrents fondés chacun sur un vocabulaire distinct, mais sur laquelle la base n'est pas fondée. L'humaniste ici se doit donc de reposer d'abord et avant tout
sur un chercheur en sciences humaines et littéraires, c'est-à-dire de repenser comment en conjonction l'humain et la machine peuvent travailler pour poser des nouvelles questions qui restent inaccessibles d'habitude à une approche plus traditionnelle. Et donc dans ces cas-là, l'idée d'avoir des méthodes combinatoires expérimentales dans lesquelles les algorithmes de découverte de connaissances dans des bases de données utiliseront ces nouveaux algorithmes de fouille de texte comme point de départ afin, si on veut le repenser, de réfléchir aux méthodes de classification où les bases de données primaires deviennent des objets d'étude. Ici, les recherches textuelles s'appuieront généralement sur deux types, les textes mêmes avec leurs métadonnées encodées en TEI, mais aussi les méthodes combinatoires cherchant à générer des données supplémentaires pour faire appel à plusieurs algorithmes différents afin de regarder ces données supplémentaires. Et là, je passe dans la dernière partie en anglais. Thinking of editorial representation today leads to consider the complex relationship between digital humanities and literary studies, bearing in mind that with its emphasis on tools, digital humanities can seem to be detached from traditional literary methods, even though it is arguably became prominent thanks to its origin in literary studies. Back in 2004, quite a long time already, Howard Bessert asserted quite cunningly, I think, in the very first edition of the Companion to Digital Humanities, that one of the co-editor being my friend and colleague Ray Simmons out of the University of Virginia, Bessert wrote, and I quote, "Though the promise of digital technology in almost any field has been to let one do the same thing one did before, but better and faster, the more fundamental result has often been the capability of doing entirely new things." An interdisciplinary field that before the web appeared to specialize in electronic accordances, we can now all admit that digital humanities is more about training students from philosophy to history so that they can communicate through the web and use the powerful resources on the web. As digital humanists, we are also working more and more with libraries to develop the type of electronic archive that I've outlined today, so that the durable research content that scholars use to understand themselves and their history. Here, I would like to sort of underscore the fact that a large number of digital humanities projects have grown out of or found a happy home in digital humanities centers around the world. And I would refer back to my colleague Neil Frestat, another romanticist I realized this morning, lots of them, who put it in the first edition of Debates in the Humanities, one of the key volumes that Matt Gold has been spearheading for the last few years. Neil wrote, and I quote, "Digital humanities are key sites for bridging the daunting gap between new technology and humanities scholars, serving as the crosswalks between cyber infrastructures and users, where scholars learn how to introduce into their research computational methods and coding practices and tools, and where users of digital resources can be transformed into producers. Centers not only model the kind of collaborative and interdisciplinary work that will increasingly come to define humanities scholarship, they also enable graduate students and faculty to learn from each other while working on projects of common intellectual interest." And here, of course, as a director of such a center myself in the last 8 years, I believe very strongly that these centers and some large-scale digital infrastructures are indeed the best way forward. But what does this mean specifically for literary studies, if we want to think about that question this morning in relation to my topic of Leigh Hunt? Well, the first place is probably the most obvious, since it comes from the origins of digital humanities. Or the humanities computing, as it was more commonly referred back in the 1950s, when Busa started working with IBM. This is kind of well-known stories that Marcello Vitali Rossi and I also included in our manual Pratique de l'édition numérique as a kind of short version of the history of digital humanities. In some ways, then, digital humanities was arguably at first, and some would suggest still is, a set of tools which can make easier some aspect of the works of scholars by using large-scale computational processing. And in that sense, digital humanities is only another step in the technological developments that have gone hand in hand with literary scholars over the last few hundred years when we move from orality to the technologies of literacy. Thus,
no one should be afraid of it, but rather accept it as a potential new resource, one that accompanies new form of editorialization as we move from manuscript to print editions set by hand and then mass produced by the steam press. Digital Humanities also offers new reading and annotating tools, some of which are already implemented. Most of us use Kindle books and the notion of shared annotation, for instance, but also some that try to break away from the skeuomorphic transfer from print to electronic format by introducing dynamic table of contents, for instance. And here I would refer people to Susan Brown's very innovative works in the LINKS project on that notion of linked open data and how it's changing and enhancing these new projects. And also, once again, a nod to my friend Ray Siemens for his project Implementing New Knowledge Environment, a partnership grant funded by SSHRC that is also been prototyping new ways of reading for humanists. The lack of physical support is now a common occurrence. Be they primary or secondary resources, we are not longer reading as often as we used to books in their print format. It's not in some ways an argument that one should be concerned about, because it goes in favor of what would be the democratization of knowledge, and thus the happy marriage of literature and digital humanities, because who hasn't dreamed of reaching a wider audience of readers the way that books have been made widely available by Google through their library in the last few years. The other aspect that has been sometimes challenged by both sides of the literary debate is that idea of distance reading. Going back to Franco Moretti's introduction of that term. And I'm going to cite Eric Hyatt, who I think has a wonderful way of encapsulating some of these issues, but in a way that we can bring it back to the usefulness of distant reading, when he says, and I quote, "The first thing to say is that distant reading is not really distant. And close reading, the traditional tools for literary humanists, is just not close. No reading practices ever maintain itself as one distance from a text. Rather, what we call a reading practice is, among other things, a pattern of system of habitual distances and relations among those distances. So close reading is not always close, rather it pairs a certain kind of analysis of relatively small pieces of text with very powerful analytic tools. The tools of new criticism, but also psychoanalysis, deconstruction, neurohistoricism, and so on, that leverage those small pieces of text into structures that are more distant from the text that is, say, the sentence or the phenom. Thus, digital humanities as the methods of reading is once again simply another way of dealing with data with the same interesting quality and interest as any other literary methods, namely, and going back again to that notion that Jerome McGann has argued, the pursuit of new ways to explore and understand meanings that have always been present in text, that are at the center of our scholarly investigation by retrieving information from the text we studied. So if the textual infrastructure in a digital world is to match the quality of textual data in the print world, scholars need to take, I think, a much more active curatorial role. Forms of scholarly crowdsourcing that I've outlined, comparable in a way to the practices of dispersed annotation already in place in genomic research, for instance, offer the promise of creating models of data curation that will maintain fundamental primary data and incrementally improve them over time. This is a big task with progress measured in decades rather than years, because in part, it poses important technical challenges for developing new form of man-machine interaction. But it also raises institutional question of where to locate repositories and how to manage workflow and issues of quality control. It is also one way of thinking about how digital humanities has grown from being understood simply as a set of tools to thinking about how it includes itself as a transdiscipline that raises questions about the prestige economy of the academy, and in a way that I hope my project Digital Lee Hunt will have a direct engagement with the public in new form of knowledge mobilization,
by challenging the so-called expert knowledge and expert narration by moving from a virtual setting only, the databases and the archives that I've mentioned, also at times to the possibility of having a physical space in a museum, for instance, or a library space for exhibiting library artifact in a different way. Here, one can think of the museum curator's adage that an exhibition is not a book on a wall, but rather that exhibitions have their own theatrical, spatial, and social logic. And we can borrow from the world of museum studies. And here, I benefit greatly from Emmanuel Chateau-Dutier's knowledge as a digital, museum studies specialist for thinking about how new platform, new multi-sensory literacy is required for people to genuinely interact in these new interpretative communities that we hope to create among researchers, students, and the public at large. Thus, Digital Lee Hunt as a project will be one of several projects that tends to move away from the insular online environment to try out new experimental curatorial practices in a way to democratize knowledge. Let me conclude by stating what might be obvious for all of you now, that our knowledge society is overwhelmed with information. Yet, we should remember that the humanities have always been the discipline that try to understand the variety of human histories and expression. Now, humanists are contributing to society's capacity in both its ability to represent itself on the global internet, but also to make sense of the excess of information. As we all know these days, the problem of information is not of finding things. It is a problem of knowing what questions to ask and how to make our information smart enough to help others answer meaningful questions and ask new questions. It is no longer a matter of making things work, but rather to deal with an issue of excessive multilingual and multimedia information. In that sense, the fundamental restructuring of the research record represents a vast modernizing opportunity that is a necessary step forward given the ever-increasing dominance and enabling feature of the social media. And I strongly believe that humanities scholars in particular are at the heart of this change, and that more contribution will help shape the future of our society, not only in embracing technological changes it undergoes, but by actively being involved in designing these changes. Thank you. Merci. Un grand merci, Michael, pour cette conférence vraiment remarquable. Merci infiniment. Thank you so much, Michael, for this really enlightening talk. My God, what a range of references, and at the same time, challenging ideas and very useful info on the project. And not only, I copy pasted the link to Digital Lee Hunt en GRAN. Alors j'ai collé le lien vers Digital Lee Hunt dans le chat. Alors c'est le lien sur la plateforme GRAN, n'est-ce pas? Avec la description du projet et des informations les plus pertinentes. Est-ce qu'il y a un site, une adresse où on peut déjà voir le contenu de... En fait, ça sera juste, je vais le remettre parce qu'il semble que je vois que... ah non, voilà, ok, il est arrivé un peu en décalé. Super, merci Chris. Le Twitch. En fait, ça sera vraiment, ça devait être pour début janvier 2022, mais ça sera plutôt maintenant, on part pour la fin de l'année. On va bénéficier du travail de plusieurs étudiants MyTac qui vont venir aussi continuer à contribuer à ce projet-là. Donc, normalement, les premières étapes. Et on veut que l'archive soit une archive qui sera aussi évolutive. Donc, on va faire une première version dès la fin 2022, auquel de nouveaux textes s'ajouteront dans le temps, puisque le projet maintenant va s'étirer jusqu'en 2025, avec l'idée qu'on pourra déjà jouer un petit peu avec les textes disponibles et évidemment mettre en différentes itérations de ce projet-là au fur et à mesure. Merci pour cette clarification. Sur ce site GRAN, on peut voir des autres
projet très intéressant, l'anthologie par latin de Marcello Vitali Rosati, qui est ici avec nous. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, questions or comments? Yes, Laura, please shoot. Comme vous savez, Lee Hunt a une très grande œuvre. Quel type de processus est-ce que vous utilisez les systèmes automatiques pour, et quel type de processus est-ce que vous allez relier sur les humains, pour les individus? Merci Laura pour la question. Donc on va partir d'un travail avec les éditions encodées en TEI, un peu de façon on va dire traditionnelle de nos jours évidemment pour les études textuelles. Et c'est là encore une fois où Emmanuel Château-Dutier est mon expert technique puisqu'il est impliqué activement dans le projet de Suzanne Brown Links. Donc on regarde à comment utiliser justement le Linked Open Data afin d'enrichir les données qui vont être encodées au sein des projets, et aussi évidemment de s'inscrire dans un horizon beaucoup plus détaillé de projets, dont certains dans lesquels toi tu es aussi évidemment impliqué, pour voir comment est-ce qu'on pourrait avoir deux types d'approches. C'est aussi un peu une expérimentation, on va dire. On essaie de le faire de manuel traditionnel, et aussi de voir à comment est-ce que, et c'est là où on va jouer un peu plus, et je dis jouer vraiment dans un sens à la fois ludique, mais je pense aux travaux de John Saklowski, par exemple, qui travaille beaucoup aussi dans Inks à l'implémentation d'interactions de jeux vidéo et d'emprunter, de voir comment est-ce qu'on pourrait avoir certains projets où on va avoir les algorithmes eux-mêmes qui essaieraient de faire des analyses et de nous suggérer des liens. Quelque part, en fait, le projet avait aussi été en discussion avec nos collègues d'érudits à l'Université de Montréal et son corpus d'écrits critiques, puisque ma revue depuis 25 ans est aussi là-bas. Et j'avais dit ce serait merveilleux si on est arrivé à un stade où l'éditeur peut devenir un validateur de données, mais pas celui qui prend, et que l'algorithme va lui-même commencer à nous faire des suggestions dans un contexte auquel maintenant on est tous habitués, puisqu'on utilise, à part Marcello, Google pour aller regarder de l'information, et donc des suggestions de liens et des suggestions de trucs, mais de voir comment, dans un contexte plus scientifique, on pourrait aussi. Donc là, Philippe Langlais, qui est un collègue informaticien à l'Université de Montréal, lui aussi travaille avec NLP, donc là, évidemment, je regarde Chris aussi, et des outils d'implémentation en Natural Language Processing, pour voir comment est-ce qu'on pourrait retravailler ces textes-là. Donc, quelque part, il y a un peu... là, vous entendez le début d'un projet dans ces 6 premiers mois de vie qui va essayer de s'éloigner de ce qui aurait été à une époque un projet traditionnel d'annotation avec un encodage TEI à un terrain de jeu pour voir comment est-ce qu'on pourrait inclure certaines manières de repenser, que ça soit une interprétation algorithmique ou que ça soit de voir comment des bases de données de plus en plus détaillées arrivent à nous suggérer des choses de ce côté-là. Laura? Merci. Merci, c'est fascinant. Everybody's happy there. Alors, merci pour la question et pour la réponse. Voilà, en effet, Michael a déjà mentionné une approche combinatoire, n'est-ce pas? De combinaison des algorithmes. Et voilà, cette qualification, c'est aussi très utile et très intéressante. Alors, vous envisagez d'utiliser des algorithmes pour l'assemblage de la collection elle-même, n'est-ce pas? C'est ça, c'est un peu l'idée. Et là, je vais tout de suite avouer que là où je m'appuie sur des collègues bien plus techniquement pointus que moi pour ces aspects-là, j'arrive des fois avec certaines de mes idées et je vois l'étincelle dans les yeux d'Emmanuel Château-Dutier en particulier qui réagit beaucoup à ça, mais même Dominique Forêt qui reste avec son approche à lui, évidemment pas du tout spécialiste de littérature ou romantique, mais quelqu'un qui contribue de façon intellectuelle justement souvent ces nouvelles idées où il me dit en fait si tu me le donnes comme ça, donne-le-moi, puis on se revoit dans 3 semaines, puis je vais te revenir avec des choses. Et donc lui, c'est vraiment l'idée un petit peu de voir, il participe à un projet que je trouve fascinant, la compétition annuelle balisage, où des chercheurs, je ne sais pas si tu connais peut-être Chris, travaillent sur l'implémentation de mettre
des nouveaux algorithmes. Donc, ils sont donnés un corpus que les gens ne connaissent pas et une période limitée, dans un contexte un petit peu de compétition, de voir qu'est-ce que, avec vos propres algorithmes, vous arrivez à faire sortir de ce corpus, que ce soit des données en GIS, des données textuelles ou autre chose. Et donc, chaque année, il y a un peu des challenges. Et Dominique a dirigé cette édition, a évalué des projets plusieurs fois. Donc, il a hâte d'arriver à avoir un développement suffisamment du projet pour qu'il commence à intégrer et faire ça. Et c'est vraiment un petit peu ça, cette idée-là. De la même manière que dans le cadre de l'Angie Palatine que j'ai mentionné, que Marcello dirige, lui aussi a commencé à développer un rapport avec des projets d'intelligence artificielle pour réfléchir à une nouvelle façon de faire travailler ces bases de données d'une manière qui déborde l'approche, on va dire, tout aussi utile qu'elle est, de mise en lien avec, que ce soit évidemment Wikidata ou Wikipédia pour une série d'annotations ou des choses comme ça. Donc, on voit ça un petit peu comme, et mes collègues me laissent continuer après 25 ans mon intérêt pour cet auteur qui ne me lâche pas comme objet d'étude, on va dire. OK. Merci pour cette réponse. Alors, je suis heureux d'attendre le nom de Dominique Forest, très bien connu, bien sûr, pour cette contribution dans le domaine de feuilles de texte et traitement automatique de langage. Et tu as mentionné en effet qu'il est impliqué dans le développement de réseaux de neurones pour cette archive, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Ça va être sa contribution à lui en particulier, de regarder les derniers développements pour voir comment est-ce qu'on peut repenser et surtout pour ce dialogue au-delà de la base de données elle-même avec d'autres aspects. Comment est-ce qu'on peut vraiment dire à la machine de nous revenir avec une interprétation différente, de la même mesure qu'on voit en ce moment beaucoup sur Twitter, j'imagine Chris, tu vois comme moi, des gens qui utilisent ça pour des images, donc de repenser aussi le concept de texte et d'image. Comment est-ce que l'intelligence artificielle de certains algorithmes réinterprète des choses de par leur angle, avec évidemment des choses qui, comme on l'a dit, ne sont pas l'approche traditionnelle humaine, que ce soit des valeurs esthétiques ou littéraires, mais vraiment pour nous amener à, et là encore une fois, c'est pour ça que je trouve que Jerry avait cette bonne approche, pas tant de transformer, mais de continuer le même travail que nous avons depuis les Grecs, de repenser comment ces informations nous amènent à poser de nouvelles questions. C'est toujours un petit peu cet aspect-là qui, je trouve, reste fascinant. Et là, je ne peux pas m'empêcher, parce que c'est aussi un ami et collègue impliqué, mais Jason Boyd à Ryerson travaille aussi sur un projet fascinant sur les biographies de Oscar Wilde. Et vous trouverez un lien sur la page du Grain, comme il est impliqué dans un projet de développement partenariat avec nous, où là, encore une fois, pareil, Jason essaie de ne pas reproduire, si je peux me permettre de paraphraser les travaux de Jason, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, une biographie traditionnelle, mais plutôt de réfléchir à la transformation des données, l'évolution des informations dans le temps et la manière dont ces informations-là deviendraient elles-mêmes disponibles à réfléchir à une autre constitution d'une approche de base de données et cette idée en fait de retourner à, et je ne pense pas que c'était toujours bien compris par les gens en sciences humaines, que la notion de base de données relationnelle, qui est un terme informatique standard, en fait, a un côté humaniste beaucoup plus important que certains informaticiens eux-mêmes se rendent compte, que c'est vraiment cette idée de repenser des liens et des connexions qui amènent non seulement un aspect technique, mais un aspect aussi au niveau du contenu de ces données-là qu'on repense. Et là, encore une fois, clairement, je parle de lui, mais je lis aussi beaucoup trop ses travaux. Si on pense à la notion d'éditorialisation que j'ai mentionnée dans ma présentation, auquel, encore une fois, évidemment, depuis une quinzaine d'années, Marcello a grandement contribué en développant ce concept de repenser ces idées de relation entre les textes et les éléments d'un texte qui y sont. Donc, c'est aussi ce qu'on veut faire dans ce geste vers des éditions dites sociales avec une intégration pour ça. Et là aussi, je pense aux travaux très intéressants de Christian Bourgeois à l'EHESS sur un projet qui s'appelle Savoir, où je vais vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Christian, est-ce que c'est juste Savoir? Sinon, je vais peut-être l'envoyer après. Savoir AP, voilà, ça va être celui-là. Et
Je le mets là. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, Christian Jacob a pris un projet et a voulu le repenser vraiment pour un concept de bibliothèque évolutive. Donc là, vous avez plus d'informations sur le projet. Ça envoie une application que Christian a développée pour repenser un petit peu à ça. On avait déjà eu un projet de Bruno Latour il y a quelques années sur une notion d'édition enrichie et annotée par un cercle d'évaluation pour repenser en fait le concept même de Latour sur cette idée de transfert de connaissances. Donc il y a plusieurs projets comme ça avec lesquels on essaie d'être en dialogue pour repenser et dans le cadre, donc, comme je l'ai indiqué, du projet en partenariat sur les éditions critiques qui implique donc une vingtaine de chercheurs des États-Unis, Canada et de la France. On vient de commencer, là, littéralement cet automne. Et donc là, je vais aussi faire de la pub ce matin pour ça. C'est ce projet-ci où vous allez pouvoir regarder très prochainement une première vidéo où Marcello et Emmanuel parlent de leur projet. Une deuxième vidéo des travaux de Jason Boyd sera disponible. Et puis, on va avoir Connie Crampton de l'Université d'Ottawa qui va venir nous présenter ses travaux dans la nouvelle année par rapport à cette idée de mettre en commun toute une série de projets d'édition en cours sur des corpus espagnols, des corpus de la littérature de Renaissance, donc il y aura plein d'autres choses. Et encore une fois, c'est vraiment un petit peu de repenser comment on peut chacun bénéficier à la fois des approches techniques, mais aussi des questions méthodologiques qui ressortent. Et là, encore une fois, je remercie Ray Simmons qui, depuis une quinzaine d'années aussi, m'a encouragé en m'impliquant dans ses travaux à réfléchir à ces nouvelles façons de penser des liens qui débordent un peu de nos approches plus traditionnelles. J'étais moi-même, au début de ma carrière, un éditeur en papier de plusieurs éditions, et donc de voir un petit peu comment ça avance. Oui, vraiment. Oui, merci. Je suis très heureux on a mentionné Ray quelques fois déjà, et pas seulement ça. Merci pour les liens dans le chat. Oui, en effet, c'est tout très intéressant. Et voilà les enjeux de l'édition, les éditions en général, numériques ou dans l'espace numérique, n'est-ce pas? Je crois que Marcello préfère ce terme. Euh, sont ici. Est-ce qu'il y a des autres questions ou commentaires? Michael a mentionné aussi Jason Boyd, who is here in the audience. Hi, Jason. Thanks for joining us. Il y a une question d'Isabelle. Isabelle, oui. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Franchement, le projet a vraiment l'air super intéressant. J'avais juste un peu une question, enfin je suis juste curieuse, vu que le projet a l'air de vouloir contextualiser un peu le rôle de l'auteur dans certains mouvements, si peut-être vous allez aussi inclure des textes d'autres auteurs de la même période, pour voir peut-être pour pouvoir tracer peut-être des influences aussi, non seulement avec ce qui est mentionné textuellement, mais peut-être aussi le style ou peut-être des références en commun. Donc, je ne sais pas. Bien, oui, c'est une très bonne question. Merci bien pour ça. Alors, l'avantage de travailler dans un champ, le romantisme britannique du début 19e, qui a eu plusieurs, et je pense que ce n'est pas vraiment un hasard, mais des fondateurs un peu les humanités numériques en Amérique du Nord, comme Neil Frestat ou Alan New, c'est qu'on a aussi déjà plusieurs gros projets qui sont mis en place. Donc, les travaux de P.B. Shelley en particulier sont déjà disponibles. Donc, on va pouvoir voir, en fait, à regarder comment on pourra s'arrimer avec certaines de ces bases de données-là qui sont voulues dans un contexte. Généralement, on bénéficie des largesses, mais bien fondées, des organismes subventionnaires, où le NIH aux États-Unis a subventionné certains projets d'édition critique qui doivent être publics et donc accessibles. Donc, on va pouvoir réfléchir à comment faire ces ponts pour intégrer ça. Et la question va devenir un peu plus dans un échéancier, donc dans les prochaines années, d'essayer de voir à justement combler ces trous, puisqu'on ne veut pas non plus avoir un biais implicite, enfin qui sera aussi explicite parce qu'on en est conscient, de ne travailler qu'avec une certaine série d'auteurs qui sont eux-mêmes disponibles en version électronique. Et là, je ne pense pas juste à des auteurs absents de la scène, généralement comme des femmes, mais c'est évidemment beaucoup de revues qui, à l'heure actuelle, avaient une place très importante. Les journaux étaient très importants au début du 19e.
Et là, en fait, le problème où on a moins de largesse subventionnaire, puisque ce sont des organismes privés qui font ce genre de choses. Là, on pense aux grands ensembles de bases de données. Et donc là, un petit peu le challenge, c'est comment est-ce qu'on peut ne pas repartir sur un projet de numérisation qui prendra 3 ans pour avoir plusieurs journaux, mais travailler dans un contexte idéalement de partage des résultats avec certaines entreprises privées. On n'en est pas encore là. Certaines se montrent, quand on les a approchées, plus ouvertes à nous prêter leurs données de façon… on travaille de notre côté, mais on ne publie rien publiquement. Donc évidemment, la question de reproduction des données sera difficile à faire si les gens n'ont pas accès à nos bases de données. Donc ça va être un peu ça, parce qu'on ne pourra pas non plus nous-mêmes, et surtout ces problèmes de Hunt avec sa longue vie et tous les cercles dans lesquels il a travaillé, c'est qu'on a vraiment… il y aurait trop de monde. Donc, ce serait trop compliqué, mais ce serait mon monde idéal. Vous l'avez souligné, ce serait vraiment parfait pour pouvoir dire, surtout en fait quand on réfléchit, un chercheur, on va dire un peu plus traditionnel, comme je l'étais quand j'étais à Oxford pour mon doctorat, va lire autour. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de février 1814 dans 7 journaux différents, dans les gens qui écrivent des lettres, dans les gens qui… Bon, de nos jours, on ne peut plus, puis la masse devient évidemment trop compliquée. Donc, c'est vraiment essayer de voir comment on lance ça. Donc, ça va être un peu ça. Plusieurs projets, les mettre en commun. Tout le monde n'est pas aussi ouvert dans leur approche, parfois malheureusement. Et ce n'est pas des fois des questions de volonté que de soutien technique, d'avoir des API disponibles, d'avoir des données ou une documentation disponible. Donc, en fait, c'est là encore une fois où je remercie Susan Brown pour… avec la subvention qu'elle a eue de la Fondation canadienne pour l'innovation au Canada, son projet permet de visualiser très fort l'intérêt de mettre en valeur des projets en commun et un enrichissement mutualisé. Et donc, je pense que les gens commencent de plus en plus à se rendre compte que ce n'est pas juste le output, si on pourrait dire, de mettre en ligne une édition, mais si les gens ne peuvent pas aller tripatouiller derrière le rideau pour récupérer les données et refaire des choses de leur côté, ça sera un petit peu plus limitatif. Et donc, l'idée pour nous, c'est ça, c'est qu'on part de ces projets et on va essayer de regarder. Et je pense qu'à court terme, un des projets pour l'été que j'ai avec certains des étudiants MyTac, c'est de faire un échantillonnage, de faire, OK, par exemple, c'est pour ça que ce n'est pas un exemple complètement aléatoire, on va prendre le mois de février 1814 et vous allez aller regarder si on a des textes disponibles et sinon, on va les numériser nous-mêmes pour les encoder, pour les préparer et essayer d'avoir un petit peu ce qu'on dirait ces snapshots, un peu cette idée d'instantané, de dire voilà, on prend quelques points et on regarde à ce moment-là, est-ce que c'est la même thématique partout? Est-ce que tout le monde parle de… Alors, bon, quand il y a certaines choses très publiques, un procès ou des choses comme ça, on peut s'y attendre. Mais évidemment, ça peut être aussi, est-ce qu'une pièce de théâtre qui est mentionnée là va rebondir dans plusieurs autres personnes ou regarder. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire comme un projet, encore une fois, d'expérimentation pour voir avec les étudiants qui aiment bien, parce que là, on rentre un peu dans le côté de gamification du travail de détective. Donc, ils vont regarder, on va voir un petit peu ça. Donc ça marche bien généralement avec mes étudiants. Mais ce serait ça, effectivement, l'idéal, ce serait d'aller un petit peu plus loin pour voir par rapport à ça. D'accord. Je me réjouis en tout cas de suivre l'évolution du projet. Merci bien. Merci Isabelle. Alors, on envisage une approche multicouche, n'est-ce pas? Tu as mentionné des dates chronologiques, mais aussi des personnages divers, n'est-ce pas? Et aussi les analyses sémantiques, n'est-ce pas? Alors, on parle d'un projet vraiment, vraiment très complexe. Donc, on verra si j'y arrive. Mais bon, après, de toute façon, c'est comme toujours. Si ça marche bien, ça sera grâce à mes collègues impliqués. Si ça ne marche pas, ça sera de ma faute. Mais on va essayer. Je prendrai la responsabilité où elle est due. Surtout que je tends à faire beaucoup d'autres choses que mes propres projets de recherche. Donc, j'étais heureux d'accepter ton invitation pour me remotiver à me remettre un peu aussi là-dessus en amont. Comme aussi la semaine dernière, je faisais des entretiens MyTac, justement, pour les étudiants pour l'été prochain, d'avoir une période un peu plus active de ce côté-là. Mais entre la nouvelle subvention de développement partenariat du CRSH et les projets à la chaire et au centre, on recommence tous à avoir un nœud très, très excitant de présentation, de mutualisation d'intérêts qui fait que je reste confiant, mais surtout aussi parce que j'ai des collègues qui commencent à trouver ça intéressant, qui m'en entendent parler depuis un peu plus de 6 mois déjà. Et par exemple, comme Dominique, qui me dit, moi, c'est quand tu veux, hein, tu me donnes. Donc, il faut que je fasse un certain travail en amont pour que Dominique puisse jouer, puis me revenir pour qu'on recommence à faire ces allers-retours. Et j'ai moi-même hâte de faire ça et de voir comment est-ce qu'on pourra certainement aussi
Et c'est ça, bon, après 20 ans de carrière, c'est un peu normal, où la partie de travailler avec les collègues et travailler avec les étudiants est toujours la plus fascinante. Hunt est, je ne le cache pas, mon go-to, on dirait un peu en anglais, en partie parce que j'ai écrit plusieurs ouvrages et des articles sur lui, donc c'est quelqu'un que je connais bien, donc c'est un bon exemple, mais c'est aussi quelqu'un qui a cet aspect fascinant qui n'est pas limité à un genre. Donc pour penser à des outils d'analyse, c'est pas juste un journaliste. Il a fait des romans, il a fait des pièces de théâtre. Donc on peut voir aussi d'un point de vue stylistique et analyse lexicométrique, il aura des choses qui vont être intéressantes pour l'évolution de son style à lui. Et aussi, comme je l'ai dit, de par sa longévité, fait qu'on peut aussi voir ce qu'il faisait avec les grands romantiques du début du 19e et les auteurs victoriens des années 1850. Il y a peu de monde qui non seulement ont vécu autant de temps que lui, mais qui ont écrit. C'est aussi ça un peu la différence. Quelqu'un comme Wordsworth, qui est mort après 1850, il a aussi une carrière en longévité qu'il a même, a en fait arrêté d'écrire beaucoup plus tôt dans sa carrière, donc on n'a pas le même champ. Avec Hunt, c'était aussi une partie du fait qu'il travaillait pour vivre, donc il avait besoin d'écrire jusqu'à la fin un petit peu ces aspects-là. Donc ça reste un peu, comment dire en anglais, daunting d'un côté, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses et on se dit, voilà, je suis parti pour les 10 prochaines années de ma vie, mais aussi de regarder comment certaines choses vont plus vite maintenant qu'elles n'allaient, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, d'un point de vue pour accéder aux textes ou les préparer. Donc on devrait pouvoir rentrer dans une phase intéressante d'expérimentation, c'est ça. À partir de la fin 2022, je pense que je reviendrai vous voir dans 2 ans. Donnons-nous 2 ans, là, ne me dis pas dans 1 an, mais dans 2 ans avec plaisir, et cette fois en personne, puisque évidemment, je regrette beaucoup, comme Chris le sait, je devais être à Bruxelles moi-même ce matin, mais les conditions sanitaires étant ce qu'elles sont, on a dû se replier sur une version en ligne. Donc, je continuerai de suivre les conférences de la chaire à plaisir à distance cette année, et puis de venir vous voir dès que ça sera possible. Oui. Vraiment, en effet, on a envie de te voir en présentiel, espérons en printemps, n'est-ce pas? C'est ça. On croise les doigts. J'ai déplacé mon billet pour le printemps. Donc, Oui. C'est une avant-première de cette réunion et c'était mon plan de mentionner tout ça. Isabelle, est-ce que tu as une autre question? Non? Non, je pense que j'ai juste laissé ma... Désolée. Oui, merci. Alors, oui, vraiment un projet très riche et très fascinant. Et voilà, je crois que c'est très favorable que tu as fait tous ces travaux sur Hunt, et que tu sais presque tout sur le personnage et l'œuvre littéraire, néanmoins. Alors, c'est la complexité de la tâche informatique, si tu veux, et de combiner le fait qu'on parle ici d'une fenêtre vers la vie littéraire, n'est-ce pas? Mais aussi d'un auteur, un écrivain remarquable lui-même. Et alors, comme tu as dit, vous allez combiner les analyses stylométriques, n'est-ce pas, et les autres analyses, peut-être des réseaux sociaux, n'est-ce pas, impliquant les autres personnages et tout le monde autour de Hunt. Voilà, we look forward to finding out more. Et comme Michael a dit, c'est prévu pour ce printemps et on croise les doigts encore de l'avoir ici en présentiel, de parler avec lui. On peut continuer cette conversation fascinante sur un projet vraiment fascinant. Est-ce qu'il y a des autres questions ou commentaires? Alors, sinon, un tout grand merci, Michael. Un tout grand merci, merci infiniment pour cette présentation vraiment intéressante sur un projet, comme j'ai dit, fascinant. Et alors, we're looking forward to your visit, to your in-person visit in spring for, in-person conversation and follow-up conversations with the students, with the researchers here, and our community
that is interested and would like to find out more about the evolution of such a fantastic project. Alors, pour les futurs événements TNT ici, alors voilà, c'est une annonce que j'aime à faire. Le professeur Sinatra, on croit les doigts encore une fois, va nous visiter en printemps, et alors pour des événements en présentiel. On recommence en effet la série de conférences après la session d'examen en février, et il y a des autres surprises aussi, comme j'ai dit, et des autres conférencières avec des présentations très, très intéressantes et pertinentes. Alors, restez à l'écoute. Merci encore, Michael. On reste en contact. On va suivre l'évolution de ce projet et les autres initiatives. Plusieurs initiatives, voilà, les activités de CRIN et toutes les autres choses merveilleuses que tu fais à Montréal, et pas seulement à Montréal, au niveau international, n'est-ce pas? On reste en contact. Merci encore et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation, Chris. Merci à tout le monde ce matin. Au revoir. Au revoir. Alors, pour les étudiants de ELFIAL 2010, on se reverra en quelques instants sur le groupe Teams de notre cours pour parler de votre projet. OK. Merci encore. Au revoir. Merci, Chris. Merci. Thank you, Michael. Thank you, Marcello.